Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale s'achève ce vendredi soir au Sénégal en vue du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 24 mars. L'une des batailles à mener pour le prochain président de la République sera la question de la parité avec le renforcement de la place des femmes en politique. Les dates du dialogue national inclusif sont désormais connues au Gabon, pays en pleine transition politique. Ces assises se tiendront du 2 au 30 avril, mais l'annonce de ces échéances ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Détail à suivre dans cette édition. Et la Côte d'Ivoire est encouragée dans ses efforts en matière de santé maternelle et de planification familiale. Des éloges à cet effet ont été prononcés à la réunion des résidents du Fonds des Nations Unies pour la population de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui s'est tenue du 18 au 21 mars à Abidjan. Et tout d'abord, le Niger a annoncé ce 21 mars la réouverture de ses frontières avec le Nigeria dès ce vendredi. La frontière terrestre entre les deux pays, longue de plus de 1500 km, était fermée depuis le 30 juillet 2023 suite aux sanctions prises contre le Niger par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 4 jours après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Cette réouverture des frontières survient moins d'un mois après la levée des sanctions contre le Niger décidée par la CEDEAO fin février dernier. Elle doit permettre la reprise des échanges commerciaux ainsi que des trafics terrestres et aériens. J-2 avant le premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars au Sénégal. Ce ne sont plus 19 mais 17 candidats qui prétendent à la magistrature suprême puisque 2 d'entre eux se sont ralliés à l'opposant Bassirou Diomaye Faye, le poulain d'Ousmane Sonko. Parmi les batailles à mener en priorité pour le prochain chef de l'État, il y aura la question de la parité, car malgré les lois et les progrès enregistrés en la matière, des inégalités persistent au sein de la société sénégalaise. Le point avec Philomène Tine. Si un bon nombre de Sénégalais militent à réparer une injustice sociale et politique à l'égard de la femme, une frange de la société considère l'égalité homme-femme contraire aux valeurs culturelles et religieuses sénégalaises. Toutefois, une loi de 2010 exige la parité absolue entre les sexes dans toutes les institutions électives, avec des listes de candidats alternants hommes et femmes au Sénégal. Ceci alors qu'une seule candidate féminine est en lice parmi les concurrents à la magistrature suprême au Sénégal. Si nous mettons à l'aise les femmes, je pense qu'on peut assurer et garantir un développement du pays. Et qui dit femme, dit famille. La femme étant le centre ou le socle de la famille. Donc, régler les préoccupations des femmes et naturellement résoudre le problème des familles. Depuis 2010, une loi instituant la parité absolue hommes et femmes dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives a été votée au Sénégal. Cette loi aurait porté des fruits. Le Sénégal a enregistré un record en Afrique de l'Ouest avec 44% de femmes à l'Assemblée nationale. Au Sénégal, tous les postes électifs de droits et d'obligations, c'est du 50%, 50%. Il faut également avancer vers la parité sur les postes nominatifs. Dans ce domaine-là, de la participation, il y a des progrès à faire. Il reste maintenant la grande question de l'émancipation économique. Les femmes sont encore plus touchées par le chômage, n'ont pas encore accès de manière équitable aux différentes ressources. Il y a des progrès, mais ce n'est pas suffisant. Mais il ne faut pas que les femmes attendent. Il faut qu'elles se positionnent pour être élues. Au-delà de la représentation politique, le Sénégal arrive au 130e rang sur les 189 dans le classement des Nations Unies sur l'égalité des genres, alors que ce pays ouest-africain va élire un nouveau président le 24 mars 2024. Les enjeux autour de la place de la femme dans les institutions sénégalaises restent importants.
Les 17 candidats encore en lice n'ont plus que quelques heures pour convaincre les derniers électeurs indécis avant la clôture de la campagne électorale ce vendredi soir à Dakar. Le candidat de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, a tenu un meeting ce 21 mars au stade Alassane Djigo de Pikine. Il s'est engagé à faire de la capitale Dakar une métropole de rêve s'il est élu. Reportage de Cheikh Omar Kamara. Dans son discours de campagne prononcé le jeudi 21 mars 2024 au stade de la ville de Pikine, Amadou Ba, candidat à la présidentielle 2024 au Sénégal, a appelé les forces politiques sénégalaises à s'unir autour de sa candidature pour ensemble construire un Sénégal meilleur et prospère. Le leader de la coalition, Benno Bokk Yakaar, s'est engagé à transformer Dakar en une métropole de rêve promettant un avenir radieux pour la capitale sénégalaise. Pacte boobu laa bëgg a wax am ak waa Ndakaaru yëpp mooy. C'est le pacte que je souhaite avoir avec tous les Dakarois, qui est de construire ensemble pour que Dakar devienne une ville de rêve. Du Cap Manuel à Diamniadio, des Parcelles Assainies à Keur Massar, conserver tout dans un seul bloc compact pour garantir que tout ce qui se trouve aux Parcelles Assainies se retrouve à Keur Massar. Tout ce qui est à Pikine se retrouve à Guédiawaye, tout ce qui est au plateau se retrouve à Rufisque. Ce sera un développement équilibré. di nga ko fekk Guédiawaye lu am plateau di nga ko fekk Rufisque loolu moom mooy un développement équilibré. Lors de ce meeting électoral, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, a mis en avant des valeurs telles que la réconciliation nationale, le pacte républicain, l'alliance et l'entente sincère. Et au-delà de Pikine, au-delà de Dakar. Au-delà de Pikine, au-delà de Dakar, il est temps que le peuple sénégalais ait un pacte républicain. C'est pourquoi j'appelle toutes les forces politiques qui croient en la démocratie, qui croient en la liberté, qui croient fermement à l'état de droit, de travailler ensemble pour le développement du Sénégal. Toutes les forces politiques. L'ancien Premier ministre du Sénégal estime qu'il y a de la place pour tout le monde pour se projeter vers les urgences, poser des réformes et sécuriser la population, ce qu'il compte mettre en place durant les premiers mois dès son élection à la magistrature sénégalaise au soir du 24 mars 2024. C'est un rendez-vous qui doit permettre de préparer la fin de la transition au Gabon. 7 mois après le coup d'État militaire, le dialogue national inclusif se tiendra du 2 au 30 avril. Si les dates proposées ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique pour le gouvernement de transition, ces assises doivent entériner un calendrier définitif. Les explications de Mildred Diamant. Le dialogue national prévu au Gabon du 2 au 30 avril 2024 pour mettre fin à la transition en cours depuis le 30 août 2023 suscite de vives réactions au sein de la classe politique gabonaise. Si le gouvernement de transition prépare activement ses assises, des acteurs, notamment ceux de l'opposition, sont divisés sur le format, les thèmes de référence, mais surtout le choix des représentants de la classe politique. Le Parti démocratique gabonais, l'ex-parti au pouvoir, quant à lui, s'est dit prêt à prendre une part active à ces assises. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, appelle l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à saisir cette opportunité unique de contribuer à l'édification d'un Gabon uni et prospère. La responsabilité incombe à chacun de participer activement, directement ou indirectement à ce dialogue constructif et de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. La plateforme de groupement et partis politiques de l'opposition PG41 dénonce des manquements dans l'organisation du dialogue qui, pour elle, sont de nature à passer à côté des objectifs attendus. Dans une déclaration rendue publique le 18 mars 2024, le groupement de l'opposition a demandé l'annulation du décret convoquant le dialogue national, sollicitant un report sine-die de ces assises. La PG41 appelle à la mise en place d'une commission ad hoc, inclusive et sereine, chargée de préparer les modalités pratiques et les thèmes de référence du dialogue. La plateforme politique PG41 observe le déroulement du calendrier de la transition et constate, pour le regretter, que les préparatifs du futur dialogue se font unilatéralement par le gouvernement sans y associer l'ensemble des forces vives
de la nation. Pour rappel, fixé par un décret du 8 mars 2024, signé par le président de la transition, Brice Oligui Nguema, le dialogue national inclusif sera présidé par l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Il sera secondé par des représentants de l'Église protestante et de la religion musulmane au Gabon. La ministre de la Réforme des institutions, Muriel Minkoué Minsa, assurera les fonctions de rapporteuse générale des assises. Officiellement, environ 580 participants sont attendus à cet événement, dont 104 partis politiques, des associations et organisations de la société civile, ainsi que des Gabonais de la diaspora. Le dialogue préparera la fin de la transition et proposera une organisation politique, économique et sociale du Gabon avant les élections présidentielles et législatives envisagées en août 2025. Le Maroc et la Libye renforcent leur coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Un mémorandum d'entente a été signé entre les deux parties le 19 mars. Objectif affiché, assurer le partage d'expertise à travers des formations et élaborer de nouvelles stratégies de formation professionnelle. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail marocain et le ministère libyen de l'enseignement technique et professionnel ont signé le 19 mars à Tamesna, au Maroc, un mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération bilatérale. À travers ce mémorandum, l'OFPPT procédera à la réalisation de missions d'audit du dispositif de la formation professionnelle libyen en vue d'élaborer un plan d'action commun visant à développer l'ingénierie de la formation, le perfectionnement des formateurs et le renforcement des compétences techniques dans les domaines prioritaires du pays. C'est une académie qui a permis jusqu'à date d'aujourd'hui de former plus de 750 bénéficiaires. En vertu de ce protocole d'accord, l'Office accueillera 20 jeunes stagiaires libyens en formation initiale au sein de ces établissements à partir de la rentrée 2024-2025 et ce, dans les niveaux et spécialités qui seront définis par le dit protocole. D'après l'OFPPT, la convention signée permettra non seulement de redynamiser l'axe de coopération, activité depuis une dizaine d'années concernant l'accueil de stagiaires en formation à raison d'une vingtaine ou trentaine par an, mais permettra aussi d'élargir le spectre de partenariat entre la Libye et le Maroc. L'année 2023-2024 promet une formation de qualité ayant bénéficié des résultats des projets stratégiques lancés dans le cadre de la nouvelle feuille de route et de ceux des chantiers d'amélioration et de développement amorcés par l'OFPPT pendant ces 5 dernières années. Elle va se distinguer notamment, je parle de l'année de formation, d'abord par une extension importante de l'offre. Soulignant que l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail marocain avait déjà accueilli une délégation libyenne en décembre 2022 en partenariat avec la BID. Un total de 30 stagiaires libyens ont été formés par l'OFPPT durant la période 2006-2019. L'intérêt de la Libye pour le Maroc démontre la qualité du système de formation professionnelle du Royaume. Pour 2023-2024, le Maroc compte globalement plus de 600 000 stagiaires en formation et plus de 23 870 formateurs selon les données du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de santé maternelle et de planification familiale sont reconnus et appréciés par le Fonds des Nations Unies pour la population. Les progrès enregistrés par ce pays d'Afrique de l'Ouest au cours de ces dernières années ont été salués lors de la réunion des résidents du Fonds des Nations Unies pour la population d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui s'est tenue du 18 au 21 mars à Abidjan. Plus de détails avec Philippe Akwa. En Côte d'Ivoire, des avancées significatives ont été réalisées, notamment dans l'amélioration des indicateurs de santé maternelle. Le ratio de mortalité maternelle est passé de 614 à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2021, tandis que le taux de prévalence contraceptive a augmenté de 12,5 à 18% entre 2012 et 2021. L'UNFPA reconnaît et valorise les efforts de la Côte d'Ivoire dans divers domaines, la considérant comme un modèle pour plusieurs pays de la sous-région. Le Fonds des Nations Unies pour la population reconnaît et apprécie les efforts de la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines et même l'exemple qui est mis pour tous les pays de la sous-région. Tous ces projets importants, mais aussi les engagements pris en décembre dernier par le Premier ministre de la Côte d'Ivoire d'augmenter le budget consacré à l'achat des contraceptifs qui passe de 400 millions à 2,5 milliards de francs CFA sont une volonté politique très forte que nous saluons.
Lors de l'ouverture de la réunion des résidents de l'UNFPA de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, organisée du 12 au 21 mars 2024 à Abidjan, l'UNFPA a reconnu et apprécié les efforts de la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. La Côte d'Ivoire a aligné sa stratégie de développement sur les objectifs de développement durable qui eux-mêmes sont en parfaite cohérence avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Plus particulièrement, les 3 résultats transformateurs du mandat de l'UNFPA en Côte d'Ivoire et le plan d'action de la Conférence internationale sur population et développement CPID de 1994 font partie des priorités nationales de développement et sont de 2021-2025. Le gouvernement ivoirien a décrété 2023 année de la jeunesse avec un fonds d'investissement de 375 milliards mis à la disposition des jeunes. Les pouvoirs publics ont également élaboré une stratégie de promotion de l'égalité des sexes, mis en œuvre un observatoire de l'équité du genre ainsi qu'une loi rendant l'école obligatoire. Les contours des Jeux Olympiques 2024 de Paris se dessinent. Le tirage au sort complet de la phase de poule du tournoi de football masculin qui doit débuter le 24 juillet a été effectué le 20 mars. Les 3 sélections africaines, à savoir le Maroc, l'Égypte et le Mali, connaissent désormais leurs adversaires. Le point avec José Douglas. Était présent au tirage au sort des compétitions de football des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, président de Paris 2024, et à ses côtés Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, d'un représentant marocain, de Thierry Henry et Hervé Renard pour les sélections des équipes françaises garçons et filles. 12 équipes sont déjà qualifiées pour le tournoi masculin. Sur les 16, le groupe le plus relevé, c'est en B, qui rassemblera l'Argentine, le Maroc, l'Ukraine et une équipe issue du continent asiatique. L'Égypte sera en groupe C avec l'Espagne, la République dominicaine et un représentant de l'AFC, et le Mali avec le Paraguay, Israël et un représentant aussi de l'AFC. Côté filles, nous connaîtrons les qualifiés au soir du 9 avril 2024 entre le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Maroc qui se disputent le 4e tour de qualification. Quelles sont nos chances de remporter la médaille d'or? Mais pas simplement bien figurer, mais qu'elles vont être capables de rivaliser avec les meilleures équipes de ce tournoi. Elles en font partie, donc elles ont toutes leurs chances. Et pourquoi pas avoir une équipe africaine porter haut le drapeau du continent, comme ça a été le cas du Nigeria face au Brésil il y a maintenant quelques années. Un tirage au sort effectué par l'Argentin Javier Saviola, champion olympique 2004 en football, Didier Drogba, vainqueur de la Ligue des champions 2012, la Canadienne Stéphanie Labbé, championne olympique en 2020, et Marie-Josée Pérec, championne olympique du 400 en 1992 et en 1996 et du 200 en 1996 sous la conduite des représentants de la FIFA. Didier Drogba nous rappelle ses souvenirs de l'olympisme. Plus jeune, j'étais vraiment intéressé par tous ces sports d'athlétisme. À l'école, j'étais assez performant dans tous ces sports, que ce soit le saut en longueur, saut en hauteur, triple saut, lancer de javelot. En fait, tous les sports olympiques m'intéressaient. 2 rencontres comptant pour le tournoi masculin ouvriront les Jeux de Paris 2024 le mercredi 24 juillet à 15h. Égypte contre une équipe issue de la zone Asie à Paris, au Parc des Princes, et Argentine-Maroc à Saint-Étienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.